2 chiffres, déplacent soudain le centre de gravité sahélien, révélant comment une ressource longtemps marginale devient immédiatement structurante. Une hausse mondiale d'environ 30 rencontre des réserves confirmées et ce croisement reconfigure les lectures politiques, économiques et sécuritaires régionales. Que change ce choc pour l'observateur lorsque l'on regarde Ibrahim Traoré agir depuis Bamako dans ce moment précis? La bascule annoncée est brève mais lourde, car chaque décision impose désormais un choix stratégique clair, aux effets rapides, cumulatifs et difficiles à inverser pour l'État, les acteurs économiques et les communautés locales. Ce récit promet de clarifier ce qui est réellement en jeu au-delà des annonces, en suivant les décisions, leurs coûts immédiats et leurs effets différés sur la souveraineté, l'économie et la cohésion sociale. Pour mieux anticiper les décisions, les risques et les marges d'action, commençons par comprendre les chiffres clés. L'enjeu central est double: capter la valeur d'une ressource stratégique tout en évitant les pièges classiques de dépendance, de volatilité et de captation externe. Chaque option comporte un coût mesurable, qu'il s'agisse d'investissements différés, de tensions diplomatiques ou d'une pression accrue sur les territoires concernés. Mais le risque le plus sous-estimé n'est-il pas le mauvais timing? À court terme, accélérer peut sécuriser des revenus. À moyen terme, temporiser peut préserver la capacité de négociation. Entre ces pôles, les arbitrages déterminent la crédibilité de l'État, la confiance interne et la posture régionale. Ce qui suit établit les repères nécessaires pour lire ces choix sans idéologie, à partir de faits, de séquences et d'incitations observables. C'est ici que la promesse se mesure et que l'échec se paye. Près de 100 000 tonnes de lithium sont confirmées au début de 2025, tandis que le prix mondial progresse d'environ 30% dans 6 mois. Ces deux données suffisent à déplacer l'axe d'analyse, car elles transforment une hypothèse périphérique en variable centrale du marché énergétique. À partir de ce point, le contexte gagne en densité. Le Mali ne peut plus être lu uniquement à travers ses fragilités sécuritaires ou institutionnelles, puisque son sous-sol devient un facteur structurant des anticipations régionales. Les données minières, les réactions diplomatiques et les discours sur la stabilité cessent d'évoluer séparément. Ils commencent à former une séquence cohérente où chaque chiffre modifie la perception du risque et de l'opportunité. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole idéologique que comme un acteur placé à un point de friction précis. Les décisions attribuées au pouvoir malien prennent une autre signification lorsqu'on les replace dans une dynamique où la confirmation des réserves attire mécaniquement des pressions extérieures. Plus les chiffres circulent, plus les intérêts se rapproche et plus la marge d'erreur se réduit. Trois dynamiques se croisent alors. D'abord, la confirmation du gisement repositionne Bamako comme centre d'attention stratégique, accélérant les calculs autour du Sahel. Ensuite, la hausse rapide des prix crée un effet d'aspiration. La ressource devient immédiatement attractive pour des acteurs qui résonnent à l'échelle globale. Enfin, les premiers signaux sécuritaires de 2025, survols répétés, mouvements discrets, tentatives de cartographie, rendent visibles des logiques jusque-là latentes. Pris isolément, ces éléments pourraient sembler anecdotiques. Ensemble, ils dessinent une rupture nette. Le Mali ne subit plus seulement des tensions régionales. Il entre dans une compétition énergétique où chaque donnée chiffrée modifie l'équilibre des anticipations. Comprendre ce basculement permet d'éclairer pourquoi certaines décisions, perçues
comme abruptes depuis l'extérieur, apparaissent au contraire rationnelles depuis l'intérieur. Pour saisir ce basculement, il faut quitter les déclarations générales et suivre ceux qui perçoivent les changements avant qu'ils ne deviennent visibles. Sur le terrain, dès les premiers mois de 2025, des officiers locaux, des responsables techniques et des chefs communautaires décrivent une même série de signaux discrets, observés sans annonce officielle ni couverture médiatique. Des présences inhabituelles apparaissent autour des zones minières, modifiant silencieusement la perception de l'espace. Dans les régions proches des gisements, des civils récemment formés à la défense territoriale signalent plusieurs incursions menées par de petites équipes cherchant à repérer les accès. Il ne s'agit pas d'affrontements ouverts, mais de reconnaissance, d'observation prolongée, de tentatives d'approche. Les informations restent fragmentaires, mais leur répétition crée un faisceau d'indices difficiles à ignorer. Pour ces acteurs de terrain, le sous-sol cesse d'être une abstraction économique. Il devient un point de contact direct avec des intérêts extérieurs. Plus au sud, des chefs traditionnels rapportent avoir été sollicités pour soutenir des projets d'exploitation accélérée, assortis de compensations financières présentées comme des opportunités locales. Ces propositions, prudentes dans la forme, révèlent une pression croissante bien avant les décisions visibles prises à Bamako. Elle déplace la question du registre idéologique vers un registre matériel, ancré dans le quotidien des villages. Ces récits n'ont rien d'exceptionnel pris isolément. Leur importance tient à leur convergence. Ensemble, ils dessinent une phase d'alerte précoce où les communautés comprennent avant tout le monde que leur environnement change de statut stratégique. Le sens devient alors clair. Ce qui se joue autour du lithium n'est pas abstrait, et ses effets précoces préparent déjà des décisions aux conséquences durables. La séquence s'active lorsque les signaux faibles accumulés au début de 2025 cessent d'être de simples alertes pour devenir des décisions visibles. Ce qui relevait de l'observation se transforme en action. Au printemps, le gouvernement malien annonce l'instauration d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères opérant dans le secteur minier. Le geste paraît administratif, presque technique. Son effet, lui, est immédiat. Les acteurs concernés protestent, évoquent un choc sur l'investissement et brandissent la menace d'un retrait partiel. L'attente dominante à ce stade est celle d'un ajustement rapide ou d'un recul discret. Pourtant, la trajectoire empruntée est différente. La mesure n'est ni suspendue ni atténuée. Elle s'inscrit dans une lecture où la valeur du lithium, renforcée par la hausse rapide des prix mondiaux, confère au Mali une marge de manœuvre inédite. Le pouvoir parie sur un rapport de force recalculé. L'hypothèse est simple. Lorsque la ressource gagne en valeur plus vite que les cadres existants, la dépendance immédiate diminue. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur isolé que comme l'exécutant d'une séquence déjà enclenchée, fondée sur l'acceptation d'une phase de tension assumée. La montée en intensité, c'est progressive. Les entreprises minières cherchent d'abord à contourner la taxe par des négociations discrètes, des demandes d'exemption ciblées ou des ajustements contractuels. Chaque tentative provoque une réponse supplémentaire. Les autorités renforcent la surveillance des zones d'extraction, limitent certains accès et resserrent le contrôle des flux financiers liés aux activités minières. La relation change de nature. Elle ne repose plus sur la recherche d'un compromis rapide, mais sur l'affirmation d'un cadre présenté comme non négociable. Le signal envoyé est clair. La valeur stratégique du sous-sol impose des règles nouvelles. Au fil des mois, la tension s'élève. Les réactions extérieures se multiplient, mêlant mise en garde diplomatique,
inquiétudes exprimées par les marchés et pressions médiatiques. À l'intérieur, le discours officiel insiste sur la cohérence de la démarche. Protéger d'abord, structurer ensuite. Cette phase intermédiaire agit comme un test de résistance autant pour l'État que pour ses partenaires. Le coût est réel, mais il est perçu comme supportable tant que la dynamique des prix et le soutien interne demeurent favorables. Le point culminant survient à l'automne. En octobre 2025, le gouvernement annonce la fermeture totale des frontières. L'acte est à la fois symbolique et opérationnel. À l'extérieur, il est interprété comme un isolement volontaire, voire comme un durcissement excessif. À l'intérieur, il s'inscrit dans la continuité d'une stratégie déjà lisible: réduire les points d'entrée, contrôler les mouvements et verrouiller les zones sensibles. La protection des ressources devient prioritaire sur toute autre considération immédiate. Les répliques ne tardent pas. Quelques peu jours après l'annonce, une tentative de franchissement de la frontière par un groupe armé se produit sous couvert de protection d'intérêts économiques. L'affrontement est bref, mais il cristallise la tension accumulée depuis des mois. Les forces locales repoussent donc l'incursion. L'épisode agit comme un signal adressé à l'ensemble des observateurs régionaux. Le message est simple: le cadre a changé et il sera défendu. À partir de ce moment, chaque événement renvoie au précédent. Sanctions économiques annoncées, condamnations diplomatiques et pression médiatique s'agrègent en une même onde de choc. Mais cette onde ne produit pas l'effet escompté. L'opinion publique interne se restructure autour d'un sentiment de souveraineté affirmée. La séquence, de l'activation initiale aux répliques finales, révèle une logique cohérente. Un État qui accepte le coût de la confrontation pour redéfinir durablement les termes d'accès à ses ressources stratégiques. Avant 2021, le lithium malien relevait d'une hypothèse prudente. Après les confirmations, il devient un actif structurant qui impose des arbitrages immédiats. Cette bascule se lit d'abord dans un volume désormais stabilisé, près de 100 000 tonnes de réserves confirmées. Ce volume repositionne le pays parmi les acteurs crédibles du marché mondial. Le second repère n'est pas géologique, mais économique. Sur la même période, le prix mondial du lithium progresse d'environ 30% en 6 mois. Cette hausse rapide accroît la valeur politique de chaque décision nationale. Un troisième indicateur relie ces données macroéconomiques au terrain social. Une enquête réalisée à la mi-2025 indique qu'environ 60% de la population soutient les mesures de protection des ressources. Ce soutien interne augmente la capacité de l'État à absorber tensions externes. Prises ensemble, ces trois chiffres forment une chaîne logique simple. Le volume confirmé crée l'intérêt international. La hausse des prix crée la pression temporelle. L'adhésion interne crée la marge de manœuvre politique. Aucun de ces éléments ne suffit isolément à expliquer les décisions prises. Leur combinaison, en revanche, structure un cadre contraignant dans lequel l'inaction devient coûteuse. Plus la valeur potentielle augmente, plus le délai de décision se réduit. Le passage du baseline au delta modifie aussi la posture des acteurs extérieurs. Lorsque les réserves restaient incertaines, la prudence dominait et les engagements restaient réversibles. Une fois les chiffres stabilisés et les prix orientés à la hausse, l'empressement apparaît. Les tentatives de négociation accélérées, les pressions diplomatiques et les discours alarmistes suivent cette courbe. Les données ne provoquent pas seulement des choix internes, elles déclenchent des réactions en chaîne chez ceux qui anticipent une raréfaction relative de l'accès.
À l'intérieur du pays, l'effet est tout aussi mesurable, même s'il demeure partiel. Les revenus potentiels liés au lithium ouvrent une perspective de redistribution, tandis que les mécanismes de contrôle renforcés visent à éviter une captation rapide. Le calcul consiste à accepter un ralentissement des flux immédiats pour sécuriser une valeur à moyen terme. Dans cette temporalité, la décision n'oppose pas croissance et protection. Elle hiérarchise le moment où chacune doit primer. C'est dans cet espace chiffré que s'inscrivent les choix associés à Ibrahim Traoré. Ils cessent d'apparaître comme des paris isolés et prennent la forme de réponses structurées à un environnement quantifié précis. La stratégie ne se lit pas comme une posture idéologique, mais comme une lecture recalculée du rapport coût-bénéfice. Sacrifier une partie de la fluidité présente devient acceptable si cela consolide la maîtrise future. Ces chiffres n'expliquent pas tout. Ils n'épuisent ni les tensions sécuritaires, ni les enjeux diplomatiques. En revanche, ils fixent les limites du débat. Ils montrent pourquoi certaines décisions, perçues comme abruptes depuis l'extérieur, apparaissent cohérentes depuis l'intérieur. Le cadre n'est pas immuable, mais il est désormais lisible. Plus la valeur est élevée et visible, plus la protection devient rationnelle. La question qui demeure est alors la suivante. Jusqu'où ce cadre chiffré peut-il résister lorsque les pressions augmentent et que les équilibres régionaux se déplacent? Le débat structuré autour des décisions prises en 2025 oppose deux lectures cohérentes, chacune appuyée sur des arguments solides et rationnels. Les, pardre- les partisans de la ligne gouvernementale avancent d'abord un raisonnement sécuritaire. Selon eux, les signaux détectés en amont, survols répétés, tentatives de cartographie, approches discrètes autour des zones minières, indiquent que la compétition pour la ressource était déjà engagée. Dans cette perspective, la taxe exceptionnelle, le renforcement du contrôle et la fermeture des frontières constituent des réponses proportionnées à une pression préexistante. L'inaction aurait, à leurs yeux, facilité une captation rapide d'un actif devenu stratégique. À cet argument s'ajoute une lecture économique. La hausse rapide du prix mondial du lithium modifie le rapport de force en faveur du pays détenteur de la ressource. Dans un marché tendu, accepter une phase de friction permettrait de renégocier ultérieurement depuis une position plus favorable. La souveraineté n'est pas conçue comme un repli, mais comme un levier temporaire destiné à améliorer les termes futurs de l'ouverture. Le coût immédiat serait le prix à payer pour sécuriser une valeur plus durable. Face à cette position, les opposants internes développent une critique tout aussi structurée. Ils soulignent en premier lieu le risque d'isolement économique et diplomatique. Le durcissement réglementaire et la fermeture des frontières peuvent freiner l'accès au marché, décourager certains investissements et exposer le pays à des sanctions prolongées. À moyen terme, ces contraintes pourraient peser sur l'emploi, les infrastructures et la stabilité financière, en particulier si les recettes attendues tardent à se matérialiser. Un second argument concerne la dépendance sectorielle. Miser fortement sur une ressource unique, même stratégique, expose le pays aux cycles de prix mondiaux. Un retournement de conjoncture pourrait transformer un avantage actuel en contrainte durable. Dans cette optique, une ouverture contrôlée, combinant protection des ressources et diplomatie active, serait préférable à une confrontation frontale susceptible de réduire les marges d'ajustement futures. Pour départager ces lectures, il faut revenir aux données observables. Le soutien majoritaire aux mesures de protection limite le risque politique interne à court terme. La confirmation de volumes significatifs réduit l'incertitude qui justifiait auparavant la prudence extrême. Enfin,
Les pressions précoces observées suggèrent que l'attentisme aurait lui aussi un coût réel. Les deux positions reposent donc sur des risques avérés. L'environnement chiffré et sécuritaire tend toutefois à indiquer que la défense active des ressources répond davantage à une contrainte stratégique qu'à une posture idéologique. À ce moment précis, un outil administratif fait basculer la trajectoire. Le 15 août 2025, l'annonce de la création d'un fonds souverain national marque un tournant discret mais décisif. Ce geste administratif transforme une posture défensive en architecture de long terme. Jusqu'alors, les décisions répondaient à des pressions immédiates, incursions, négociations forcées, menaces de retrait. Avec ce fonds, l'État ne se contente plus de protéger l'accès au lithium, il organise la conservation, l'allocation et la redistribution future de sa valeur. Cette inflexion modifie la temporalité du rapport de force. La protection cesse d'être seulement réactive, elle devient projective. Les recettes minières sont appelées à être canalisées, hiérarchisées et mesurées, plutôt que dissipées ou captées en amont. Le message envoyé aux acteurs extérieurs est différent. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher, mais de structurer un cadre durable. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré acquiert une épaisseur analytique nouvelle. Ses choix antérieurs, souvent interprétés comme abrupts, s'inscrivent désormais dans une trajectoire lisible où contrôle territorial et réorganisation économique se superposent. Le fonds agit comme une charnière stratégique. Il clôt une phase de réaction sous contrainte et ouvre une phase d'anticipation maîtrisée. À partir de là, la question centrale se déplace. Si la protection des ressources devient un projet économique structuré, quelles conséquences concrètes cette bascule produit-elle pour l'État, les acteurs locaux et l'équilibre régional? Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. Le contrôle renforcé des ressources et la mise en place d'outils dédiés modifient la capacité d'action publique. Les revenus potentiels issus du lithium, désormais pensés dans un cadre national, offrent une marge budgétaire nouvelle. Ils permettent d'envisager des priorités internes sans dépendre exclusivement de partenaires extérieurs. Cette autonomie relative change la manière de gouverner des territoires longtemps perçus comme périphériques. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré incarne une continuité stratégique où la souveraineté économique devient un instrument de stabilisation politique plutôt qu'un simple slogan. Pour les entreprises, l'effet est plus contrasté. Les opérateurs étrangers font face à un environnement plus exigeant, marqué par des règles plus strictes et une fiscalité accrue. Certains réduisent leur exposition, d'autres tentent de s'adapter par des partenariats ou des révisions contractuelles. Ce resserrement crée toutefois un espace inédit pour les acteurs nationaux. Des entreprises locales, longtemps cantonnées à des rôles secondaires, gagnent en responsabilité technique et logistique. La transition reste progressive et inégale, mais elle redessine un paysage où la valeur ajoutée ne s'échappe plus automatiquement hors du pays. Le marché devient plus sélectif, mais aussi plus accessible pour ceux capables de répondre aux nouvelles exigences. Pour les populations vivant à proximité des zones minières, les conséquences sont immédiatement perceptibles. La montée en compétences locales et l'encadrement accru des activités créent des perspectives d'emploi et de formation nouvelles. Les promesses de redistribution, portées par les mécanismes nationaux, nourrissent des attentes concrètes. En parallèle, la présence renforcée de dispositifs de sécurité modifie le quotidien. Cette double dynamique suscite à la fois espoir et vigilance.
Les communautés perçoivent les bénéfices potentiels, tout en restant conscientes des tensions liées à la valeur stratégique du sous-sol. Là encore, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une abstraction que comme un repère associé à des changements tangibles. À l'échelle régionale, enfin, le signal envoyé dépasse les frontières. Les pays voisins du Sahel observent attentivement la manière dont une ressource est transformée en levier politique. Certains y voient un précédent susceptible d'inspirer des stratégies similaires. D'autres redoutent un déséquilibre des alliances existantes. La hausse rapide des prix mondiaux accentue cette lecture. Chaque décision nationale résonne dans un cadre régional déjà fragile, où la compétition pour les ressources s'intensifie. Le pays cesse d'être un simple espace traversé par des dynamiques extérieures. Il devient un point de référence stratégique. Ainsi, pour l'État, les entreprises, les populations et la région, les effets convergent vers une même réalité. La ressource redéfinit les rapports de force. La question qui se pose désormais n'est plus de savoir si cette recomposition est réelle, mais comment elle influencera les choix à venir lorsque les pressions externes et les attentes internes continueront de monter. Le premier scénario, dit de stabilisation vigilante, prolonge les dynamiques déjà observables sans rupture supplémentaire. Dans cette trajectoire, le cadre réglementaire renforcé demeure en place, tandis que les investissements étrangers se contractent sans disparaître. Les acteurs nationaux gagnent progressivement en compétences techniques et en capacité d'exécution, soutenus par des mécanismes de financement interne. Les tensions diplomatiques persistent, mais elles restent contenues par des canaux de négociation fonctionnels. Si les prix mondiaux se maintiennent à un niveau élevé, alors cette configuration permettrait une consolidation lente, fondée sur des ajustements continus plutôt que sur des gestes spectaculaires. La croissance serait modérée mais plus prévisible au prix d'une vigilance permanente. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une dynamique de coordination régionale. Ici, la stratégie nationale agit comme un catalyseur. D'autres pays confrontés à des enjeux similaires de ressources et de souveraineté pourraient chercher à aligner certaines politiques minières, fiscales ou sécuritaires. Des cadres de négociation communs renforceraient leur poids face aux acteurs industriels globaux. Si cette coopération se matérialise, alors l'isolement relatif s'atténuerait et la capacité de négociation collective augmenterait. Les revenus issus des ressources pourraient financer des projets dépassant le cadre strictement national, notamment dans les infrastructures et la formation. Cette trajectoire suppose toutefois une confiance politique accrue et une synchronisation délicate des intérêts. Le troisième scénario est plus contraint et s'inscrit dans une pression extérieure accentuée. Dans cette hypothèse, les sanctions économiques se durcissent, l'accès au marché se restreint et certains flux financiers ralentissent fortement. Les effets se diffusent dans l'économie réelle. Inflation plus marquée, retard d'infrastructures, attentes sociales insatisfaites. Si les prix du lithium se replient ou si les alliances se ferment, alors la marge de manœuvre se réduit rapidement. Les autorités seraient confrontées à des arbitrages difficiles entre maintien d'une ligne souverainiste affirmée et concessions ciblées destinées à desserrer l'étau. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de parier sur un seul avenir, il devient essentiel d'évaluer en continu l'interaction entre pression externe, capacité interne et alliance régionale. Si les indicateurs se dégradent, alors des ajustements graduels peuvent préserver l'essentiel sans renoncer au cadre. C'est dans cet ajustement permanent, plus que dans un choix figé,
que se jouera la trajectoire réelle des mois à venir. Au-delà des scénarios macroéconomiques, les décisions engagées depuis 2025 touchent des groupes précis avec des effets différenciés et parfois contradictoires. Pour les jeunes générations, d'abord, l'émergence d'un secteur minier mieux encadré ouvre des perspectives inédites. La priorité donnée à la formation technique et aux compétences opérationnelles transforme l'horizon professionnel. Des parcours auparavant inexistants deviennent envisageables et l'idée d'une montée en responsabilité locale gagne en crédibilité. Cette projection n'efface pas les incertitudes, mais elle modifie les attentes sociales, en ancrant l'avenir dans des compétences concrètes plutôt que dans l'émigration contrainte. Pour les familles vivant à proximité des zones d'exploitation, l'impact est plus immédiat et plus ambivalent. L'arrivée d'infrastructures, la promesse de retombées économiques et la reconnaissance accrue des communautés locales nourrissent des espoirs tangibles. Dans le même temps, la valeur stratégique du sous-sol intensifie la présence sécuritaire et impose de nouvelles contraintes quotidiennes. Le bénéfice potentiel cohabite avec une vigilance accrue. Le changement se mesure moins en discours qu'en ajustement pratique dans la manière d'habiter, de circuler et de se projeter dans le temps. Les entrepreneurs locaux se trouvent eux aussi à un point de bascule. Le retrait partiel de certains acteurs étrangers crée un espace d'initiative, mais il s'accompagne d'exigences élevées. Répondre à des normes renforcées, sécuriser des financements et assumer des responsabilités techniques accrues constitue un défi réel. Pour ceux qui s'adaptent, la période offre une opportunité de montée en gamme et d'ancrage durable dans la chaîne de valeur. Pour les autres, le risque de marginalisation demeure. Enfin, pour les Maliens établis à l'étranger, ces transformations reconfigurent le regard porté sur le pays. Les récits alarmistes entrent en tension avec des évolutions observables sur le terrain. Cette dissonance suscite des interrogations sur les formes de soutien possibles entre prudence et engagement. À ce niveau, l'enjeu devient identitaire autant que politique, car il touche à la manière de se reconnaître dans une trajectoire nationale en recomposition. La consolidation de la trajectoire engagée repose désormais sur une série d'étapes concrètes, pensées pour transformer une posture défensive en politique durable. La première étape concerne la gouvernance des ressources. Il s'agit de clarifier les responsabilités, les niveaux de décision et les mécanismes de contrôle. Le fonds souverain devient l'outil central de cette architecture. Il doit définir des priorités d'investissement, assurer la traçabilité des revenus et établir des critères d'allocation mesurables. Sans cette clarté institutionnelle, la protection resterait symbolique et vulnérable au contournement. La deuxième étape touche au capital humain. Réduire la dépendance aux expertises extérieures implique des programmes de formation ciblés, orientés vers les métiers techniques, scientifiques et de gestion liés à l'extraction et à la transformation. L'objectif n'est pas l'autarcie immédiate, mais une montée en compétences progressive. Cette évolution doit être suivie par des indicateurs simples: nombre de techniciens formés, taux d'occupation locale des postes clés, continuité opérationnelle des sites. C'est dans cette mesure, plus que dans les annonces, que l'autonomie devient observable. La troisième étape relève du cadre économique. Diversifier l'usage des revenus miniers permet de limiter l'exposition aux cycles de prix mondiaux. Investir dans les infrastructures, l'agriculture ou les services essentiels crée des relais internes capables d'amortir les chocs externes. Cette diversification ne nie pas l'importance du lithium, elle en stabilise les effets. L'arbitrage consiste à répartir les flux entre rendement immédiat et résilience de long terme,
sans céder à une logique de consommation rapide. Une quatrième étape s'impose à l'échelle régionale. Consolider des coopérations avec les pays voisins peut réduire l'isolement et mutualiser certains coûts, notamment en matière de sécurité et de logistique. Cette coordination reste délicate, mais elle offre une alternative aux rapports bilatéraux asymétriques. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît comme le porteur d'une ligne où la souveraineté n'exclut pas la coopération, mais en redéfinit les termes. L'ensemble de ces étapes forme une feuille de route exigeante. Elle ne garantit pas le succès, mais elle rend les choix évaluables. C'est dans cette capacité à mesurer, ajuster et corriger que se jouera la crédibilité de la stratégie engagée. Le fil du récit ramène aux scènes discrètes du début, là où les premiers signaux ont été perçus sans bruit. Dans les villages proches des zones minières, le territoire n'est plus regardé de la même manière. Ce qui était un paysage familier est devenu un espace chargé d'enjeux, observé, convoité et désormais protégé. Les chefs communautaires, les techniciens locaux et les familles évoquées plus tôt incarnent cette transformation silencieuse où les décisions nationales prennent une traduction concrète dans le quotidien. Ce retour au terrain éclaire la portée réelle des choix effectués. Les mesures adoptées ne sont pas restées abstraites. Elles ont modifié des trajectoires individuelles, des attentes collectives et des rapports à l'avenir. La souveraineté cesse d'être un concept lointain. Elle se lie dans la manière dont les ressources sont encadrées, dont les compétences sont valorisées et dont les risques sont assumés. À ce niveau, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure symbolique que comme un point de convergence de décisions aux effets cumulés. Une phrase résume alors ce basculement. La souveraineté commence lorsque les choix deviennent tangibles. Elle dit le passage d'une posture défensive à une affirmation assumée, fondée sur des actes mesurables plutôt que sur des intentions proclamées. Ce rappel n'idéalise pas la trajectoire engagée, il en souligne la responsabilité. En revenant au point de départ, la distance parcourue devient visible. Le pays n'est plus seulement décrit par sa vulnérabilité, mais par sa capacité à décider dans un environnement contraint. Cette capacité reste fragile, mais elle constitue désormais un repère. C'est elle qui donne sens à la séquence observée et qui prépare les interrogations à venir. Ce qui se joue dans cette séquence dépasse largement le cadre d'une décision gouvernementale ou d'un cycle de marché. La manière dont une ressource stratégique est protégée, organisée et projetée dans le temps interroge des équilibres qui concernent d'autres sociétés confrontées à des choix similaires. Le lithium agit ici comme un révélateur. Il met en lumière les tensions entre souveraineté, intégration mondiale et attentes sociales, sans offrir de solution universelle ni de trajectoire sans coût. Observer cette dynamique invite à élargir le regard. Faut-il privilégier une protection stricte des ressources, quitte à accepter des frictions prolongées, ou rechercher des compromis capables d'amortir les pressions extérieures sans diluer le contrôle interne? Comment mesurer la réussite d'une stratégie lorsque ses effets s'inscrivent dans la durée, bien au-delà des réactions immédiates des marchés ou des discours diplomatiques? Et jusqu'où un État peut-il aller pour transformer un avantage minéral en projet collectif durable, sans fragiliser ses équilibres sociaux? Ces questions ne concernent pas uniquement un pays ni un dirigeant. Elles résonnent partout où des ressources deviennent des leviers de pouvoir et de recomposition politique. La réflexion reste ouverte. Elle gagne à être discutée, confrontée à d'autres expériences et enrichie par des regards multiples, car c'est dans cet échange que se construit une compréhension plus fine des choix à venir.